entendu pleurer et des gars lui dire « Tu vas t'en sortir, je vais t'aider !» Et je n'arrêtais pas d'appeler son nom, mais elle ne répondait pas. Les images de la caméra corporelle de la route King montrent l'intervention de la police après la découverte des 4 étudiants de l'Université de l'Idaho assassinés chez eux. Où est-elle? Viens juste de m'appeler. J'examine la réaction de la police et les témoignages des colocataires survivantes sur ce qu'elles ont observé et entendu. J'ai entendu un cri et elle a couru en bas parce qu'elle a vu quelqu'un. Je crois qu'elle a dit « Il y a quelqu'un ici ». Puis elle a crié et couru en bas. Et j'ai appelé un nom, j'ai sauté et j'ai verrouillé ma porte parce que j'avais tellement peur. Bienvenue sur Law and Crime, je suis Angenette Lévy. Pour la première fois, nous découvrons ce qui s'est produit lorsque la police de Moscou est intervenue sur King Road le 13 novembre 2022. Il était juste un peu après-midi. Bethany Funk et Dylan Mortensen, survivantes, ont appelé le 911 car elles ne pouvaient pas contacter Maddie Mogan, Kayleigh Gonsalves et Xena Carnodle. Alors, elles ne parvenaient pas à contacter Ethan Chapin. Nous savons maintenant pourquoi le mal s'était introduit dans leur maison plus tôt ce matin-là. Et sans aucune raison, si ce n'est qu'un type voulait se déguiser et jouer à Ted Bundy, il a volé la vie de leurs amis. Il a avoué, il est en prison à vie. Dylan et Bethany étaient jeunes. Ils n'avaient que 19 ans. D'innombrables spéculations ont circulé sur eux et leurs amis sur les réseaux sociaux. C'est rempli d'insinuations et de théories du complot disant qu'ils étaient impliqués dans le meurtre de leurs amis, même après que Becca ait plaidé coupable. Vous verrez et entendrez leurs déclarations à la police, ce qui pourrait aider certains à comprendre. Les chambres dans cette vidéo ont été caviardées conformément à une ordonnance du tribunal. Nous en reparlerons plus tard. L'officier de police de Moscou, Mitch Nunez, a été le premier à arriver au 1122 King Road. Il pense qu'il répond à un appel concernant une personne inconsciente. Où est-elle? Elle vient juste de m'appeler. Et je n'arrive pas à croire qu'elle respirait avec moi. Je ne l'ai pas encore examinée, mais j'apprécie. D'accord, reculez. Je ne sais pas si tu es encore en train de manger ou pas. C'est vraiment juste que j'ai observé comme ça. 13h07. Restez là, s'il vous plaît. Valentis. Viens juste ici. Il y en a 2. S'il dégage, il est... Maintenant, cet officier, Nunez, n'a que 22 ans, le même âge que les étudiants. Il se précipite pour aider sur la route King. Nunez n'était pas du tout préparé à ce qu'il a vu. Quel jeune policier dans une ville universitaire le serait? Ce sont des agents qui interviennent généralement pour des plaintes concernant des fêtes bruyantes. Ces agents s'étaient déjà rendus au 1122 rue King pour des plaintes de tapage lors de fêtes. Ils avaient vidé de l'alcool parce que les personnes dans la maison étaient mineures. Mais cette fois, c'était différent. Très, très différent. Nunez a été envoyé pour une intervention concernant une femme inconsciente. À la place, Hunter Johnson, le meilleur ami d'Ethan Chapin, l'a emmené dans la chambre de Xana, où Ethan et Xana avaient été attaqués et tués brutalement. Hunter avait vu cela en premier et avait fait sortir Bethany et Dylan de la maison.
D'accord. Personne ne peut partir pour l'instant. D'accord. Restez ici pour moi, s'il vous plaît. Tu connais le... D'accord. Tiens. Est-ce que vous pouvez aller près de la benne à ordures pour moi, s'il vous plaît? D'accord, on dégage. Merci, Cap. Maintenant, Nunez a bouclé la zone avec du ruban de scène de crime. Maintenant, lui et un autre agent vont fouiller la maison pour s'assurer que personne, surtout le meurtrier, ne s'y trouve encore. Département de police de Moscou. Sécurisez d'abord l'extérieur. Il y a l'entrée arrière, j'allais commencer à tout enlever. Vérifiez avec les empreintes.
Vous avez entendu Nunez soupirer, incapable de croire la situation dans laquelle lui et les autres officiers se trouvent. Ce serait un choc, même dans une grande ville. Ensuite, Nunez va parler aux témoins. La première qu'il rencontre est Dylan Mortenson. Pouvez-vous venir ici avec moi, s'il vous plaît? Nunez couvre Dylan et continue de lui parler. Combien as-tu vu là-dedans? Mon ami, nous avions tellement peur qu'on a demandé « Pouvez-vous monter avec nous ?» Ça, c'est tout ce qu'on a vu. Oui, je pense que c'est là qu'il nous a appelés. Tu peux attendre là-bas pour moi? D'accord. Je t'ai entendu parler de la nuit dernière. Oui, d'accord. Plus nous en savons maintenant, mieux c'est. Je peux commencer ce processus. Et nous reviendrons sûrement sur cette interview avec vous très bientôt. D'accord. Vous devrez sans doute raconter l'histoire encore une fois. Ça me va. D'accord. De quoi vous souvenez-vous avoir vu? Qu'est-ce qui a commencé? Je me souviens que j'étais dans ma chambre et j'essayais d'aller me coucher et j'ai entendu Kaylee qui... Il parle toujours à son ex. Très vite. Laquelle est ta chambre? Kaylee, tu devras sûrement raconter l'histoire encore. Ça me va. D'accord. De quoi te souviens-tu avoir vu? Qu'est-ce qui a commencé? Je me souviens que j'étais dans ma chambre et j'essayais d'aller me coucher et j'ai entendu Kaylee qui... Mon ex-petite amie continue à lui parler. Très vite. Laquelle est ta chambre? Kaylee. Laquelle est ta chambre? Oh, Dans quelle chambre étais-tu? Tu étais dans cette chambre. ma chambre, pas celle de Xana. Ma chambre. Et ta chambre est celle-ci, juste ici. Ensuite, à l'étage, celle-là est dans cette chambre. Deuxième étage. D'accord. J'ai juste entendu « monte à l'étage ». Donc, d'accord, je vais dormir puisqu'elle y va. Tu as entendu qui montait à l'étage? Kaylee et le chien Murphy. Et à l'étage tout en haut? Oui, sa chambre est là. D'accord. Et puis, finalement, alors qu'elle montait, j'ai entendu un cri et elle a couru en bas parce qu'elle a vu quelqu'un. C'est ce qu'elle a dit, je suis presque sûre. Elle a dit « il y a quelqu'un ici ». Et elle a crié et elle a juste couru en bas. Et j'ai appelé un nom, j'ai sauté de mon lit et j'ai verrouillé ma porte parce que j'avais tellement peur. J'ai entendu quelqu'un pleurer dans la salle de bain, puis un homme dire « tu vas t'en sortir, je vais t'aider ». Je n'arrêtais pas d'appeler son nom, sans réponse. J'ai ouvert la porte un instant et vu ce type. Il n'était pas très grand, mais il était vêtu de noir et portait un masque couvrant son front et sa bouche. Et puis j'ai verrouillé la porte, j'ai appelé et je ne savais pas quoi faire. C'était à 4 heures? 4 heures du matin. Oui. Et donc ensuite, j'ai juste couru en bas. Tu es parti d'ici? J'ai quitté ma chambre pour aller chez elle, celle avec les stores blancs en bas. J'ai couru là-bas, on a parlé, puis verrouillé la porte. On pensait que rien n'arrivait jamais à Moscou, alors on a essayé de dormir. On s'est réveillé et c'était étrange. Aucune colocataire ne s'était levée malgré nos appels. On a trouvé ça bizarre. J'ai appelé, leur ai demandé de venir et c'est là que tout est arrivé. Premier interrogatoire de Dylan par la police. Plus tard, elle dira qu'elle pensait que la femme pleurant était Xana. Contrairement à d'autres médias, Dylan n'aurait pas entendu l'homme dire « Ça va, Kaylee, je vais t'aider ». Dylan n'a jamais dit cela. Les premiers agents ont sans doute mal interprété la situation, ce qui a été repris dans le rapport d'un technicien de la police scientifique. Revenons à Dylan, qui disait qu'il ne se passait jamais rien à Moscou. Très bien, cet idiotie. Décris l'homme que tu as vu. Je ne pense pas qu'il était plus grand que moi. Et je ne pouvais pas vraiment bien le voir, mais je suis presque sûre. Il portait une tenue entièrement noire.
Et il avait ce masque qui couvrait juste son front et sa bouche. Et il ne m'a rien dit. Vraiment rien du tout. J'ai juste fermé la porte et je l'ai verrouillée parce que je ne savais pas quoi faire. Et je crois qu'il est sorti par la porte latérale, la porte coulissante de la cuisine qui donne sur le jardin. Après, j'ai tout oublié. J'ai donc appelé, pensant devoir descendre te chercher car j'ignorais où étaient les autres. J'ai appelé Maddie, Dana et Kelly, sans réponse. D'accord. Très bien. Gisena, tu sais quel âge elle a? Elle a 20 ans. Est-ce qu'elle... Dylan continue de parler avec l'agent, lui donnant des informations sur ses colocataires. Quels sont leurs noms? Maddie Mogen, M-A-D-D-I-E-M-O-G-E-N. Et ensuite Kaylee. K-A-Y-L-E-E. Gonclaves. G-O-N-C-L-A-V-E-S. Je pense que c'est comme ça que ça s'écrit. Quel âge elle m'a dit? Elle a 21 ans. Soit 21 ou 22 ans, je ne me souviens plus. Elles ont plus de 21 ans, mais je ne sais pas précisément. Je crois que oui. Quel âge a Kaylee? Plus de 21 ans. Je crois qu'elle a 21 ou 22 ans. Désolé, je ne me souviens pas vraiment. Ce n'est pas grave. Tu fais du bon travail? Je te demande beaucoup de toi. Alors je t'apprécie. Tu es en train de très bien t'en sortir. Sais-tu si les deux autres filles sont à l'étage ou pas? Pour l'instant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit digérer tout ça. Ça a du sens. Je ne sais pas ce que tu es autorisé à faire. C'est bon, je comprends. D'accord, revenons en arrière. Je veux juste m'assurer qu'on a tout. Donc tu es sûr qu'il était environ 4 heures avant ce matin? Oui, c'était 4 ou 4 fois. Tu as d'abord remarqué un gars J'ai vu Kaylee monter, crier à l'étage, puis redescendre. à 4 heures du matin, il montait à l'étage. Oui, Tout en haut. oui, dans sa chambre. Mademoiselle Murphy, la chienne. D'accord. Et ensuite, vous avez entendu Kaylee crier? Je l'ai entendue crier et courir, comme courir aussi vite qu'elle pouvait en bas. Et elle a dit, il y a quelqu'un ici. Elle a couru en bas. Oui, je l'entendais. On entend tout. Je ne suis pas sûre de vouloir descendre vite. Et puis j'ai entendu Murphy aboyer beaucoup. Et puis je l'ai entendue aller à l'arrière. Je crois qu'il y a la salle de bain. Et je me souviens qu'elle sanglotait. Et je me souviens juste d'avoir entendu la voix de ce type que je ne reconnaissais pas dire « Tu vas t'en sortir, je vais t'aider ». Mais ce n'était pas... Je ne sais pas comment l'expliquer. Ce n'était pas dit gentiment. C'était d'une façon étrange, avec un ton bizarre. Tu vas t'en sortir, je vais t'aider. Oui. Et tu n'as plus jamais eu de nouvelles de Kaylee? Je n'ai rien entendu. J'ai continué à l'appeler par son prénom et sur mon téléphone, ainsi que Xana, Maddie et Kaylee, sans réponse de leur part. Alors j'ai ouvert la porte pour regarder, et c'est là que j'ai vu l'homme passer. Il m'a regardé sans rien dire ni venir vers moi, ce qui m'a dérouté. Je ne comprends pas, et je pense qu'il est sorti par la porte latérale. Et ensuite j'ai appelé. Elle a dit qu'elle pensait à un incendie ou un feu d'artifice. On ne savait pas. Elle a entendu ce bruit fort et il y avait une lumière, je suppose. As-tu entendu un bruit sec ou une explosion? Je ne sais pas. As-tu entendu une explosion? C'est ce que tu as entendu. Bethany Funk a déclaré à la police avoir entendu ce qu'elle croyait être un feu d'artifice et vu un éclair de lumière. Elle était dans sa chambre au rez-de-chaussée. Et à ce moment-là, vous avez entendu que Dylan demandait si ses colocataires étaient dans la maison, Maddie et Kaylee. Dylan a expliqué comment elle est arrivée dans la chambre de Bethany ce matin-là. Je n'ai pas entendu de détonation ni pensé à un feu d'artifice ou coup de feu. J'étais vraiment fatiguée. Et c'est là que j'ai appelé et je lui ai dit « Est-ce que je peux venir dans ta chambre ?» Parce qu'elle était la seule à me répondre. Alors j'ai juste couru là-bas. Et pendant une seconde, je me suis arrêtée et j'ai vu Xana évanouie. Et j'ai pensé qu'elle dormait peut-être ou quelque chose comme ça. Je n'ai rien pensé, j'étais à l'ouest. Je suis entré dans la chambre et on s'est endormi. Et puis on s'est réveillé ce matin et personne ne se réveillait du tout. Personne ne répondait. Ce qui était étrange car d'habitude on se réveille toutes vers 9 ou 10 heures. Et puis j'ai appelé. Et je suis venue ici en premier. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé.
Il a regardé la chambre et m'a dit de prévenir la police. D'accord. L'homme que tu as vu, il faisait sombre ou il y avait de la lumière? Je crois qu'il y avait de la lumière dans la maison. Je ne sais pas à quoi il ressemblait. Il portait un masque et n'était pas très grand. Quelle taille fais-tu? Oh, je fais 1m78. Il faisait à peu près ma taille, 1 ou 2 centimètres de différence. Je ne me souviens pas vraiment. Donc à peu près 1m80. Je crois, oui, à peu près. Comment était-il bâti? Gros, maigre, trapu. Plutôt mince, mais comme un basketteur, pas trop, juste un peu mince en quelque sorte. C'est ce que je pense. Je ne sais pas vraiment. Et la voix. Quand il a dit ces mots, tu n'avais jamais reconnu cette voix. Je ne l'ai pas reconnu, ni sa voix. Je veux dire, je ne pouvais pas non plus le voir, mais je n'ai pas du tout reconnu cette voix. Je n'ai même pas pensé à qui cela pouvait être. Vous avez aussi fait de la fête hier soir? Pas ce soir, mais il y avait ça. Et on avait une sorte d'événement formel avant. C'était il y a 2 jours. L'agente Nunez interroge Bethany, la seconde colocataire survivante. Un échange avec Hunter Johnson, venu aider Dylan et Bethany, figure aussi dans la vidéo. Je veux toujours rentrer à la maison bientôt. Donc, vous êtes... on traversera ce pont quand on y sera et les détectives travailleront avec vous pour ramener tout le monde bientôt. On fera de notre mieux. Donc, vous étiez ici la nuit dernière. Dans quelle tranche horaire étiez-vous ici jusqu'à maintenant? Vous étiez ici tout le temps? Oui, nous sommes à la lumière, je crois. D'accord. À quelle heure es-tu arrivé ici hier soir? Je peux vérifier. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je vais éteindre mes lumières ici. Je reviens tout de suite. J'avais oublié que tu étais là, mec. Tu veux toujours traîner ici? Je veux juste savoir ce qui se passe. Ouais. Je ne sais pas combien je suis autorisé à révéler pour l'instant. Nous sommes en train d'analyser ce qui se passe dans la scène. Dès qu'on en sera sûr, on pourra vous dire ce qui se passe. On le fera, c'est certain. Je sais que c'est pénible d'être dans le flou, mais... D'accord. Quel est déjà votre lien? Ouais, mec. Dès que je sais qu'on peut te mettre au courant de ce qui se passe, on te le dira, d'accord? Comme je l'ai dit, tu es libre de partir à tout moment. Si tu veux rester ici, tu peux, parce qu'il fait chaud. Sinon, tu peux traîner avec lui. Tu vas aussi traîner dehors. D'accord. Je vais entrouvrir la porte et ne pas la fermer à clé pour toi, donc peut-être oui. On peut commencer. Oui, on peut voir si quelqu'un peut apporter certaines de ces choses. D'accord. D'accord, désolé pour ça. Très bien, alors à quelle heure étiez-vous ici hier soir? Vers 1h24 ou quelque chose comme ça du matin. Aujourd'hui. Tu es arrivé ici à 1h24? Que se passait-il vers 1h24? Toi et... en train de regarder Vampire Diaries. Oh, d'accord. Que des femmes. Oui. D'accord. D'accord. Donc vous regardez tous Vampire Diaries dans le salon. La deuxième... étage. D'accord. Et ensuite, pendant combien de temps?
Je ne sais pas. Et ensuite, Maddie et Kayla sont rentrés de la boîte. Et ensuite, on est toutes restées ensemble et on est sortis de la chambre. Donc Maddie et Kaylee étaient au club. Oui. Tu sais combien de temps ils sont restés? Sans doute jusqu'à la fermeture. Je ne sais pas. Ils sont partis prendre de la drogue au début. D'accord. Et ensuite, ils sont rentrés à la maison vers quelle heure? D'accord, tu t'en sors très bien. Donc, ils sont bien rentrés à la maison à 2 heures. À peu près. Comment tu sais ça? J'ai juste une photo de la chambre de Kaylee avec Murphy. D'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Et puis moi, Maddie, j'ai sorti Murphy et ensuite... Murphy est un chien. Et puis, je suis rentrée pour aller me coucher. Et elle était encore en train de réfléchir dehors. Et puis j'étais dans mon lit. Genre, j'étais déjà endormie. Et Maddie a juste dit qu'elle aime Murphy. C'est moi. C'est comme ça. Il était avec moi. Et à quelle heure penses-tu qu'il s'est endormi? Peut-être 2h33. D'accord. Tu t'es réveillé entre 2 heures et... As-tu entendu? J'ai entendu quelque chose de fort et Murphy, comme Marc? Peut-être pendant 2 ou 5 secondes. J'ai cru voir un pétard et penser que quelqu'un était peut-être juste ivre. Avait mis un pétard dans la maison. Mais je n'étais même pas vraiment sûr parce que j'étais encore à moitié endormi, donc je n'étais pas certaine si c'était réel. D'accord, désolé, j'écoute toujours plusieurs choses en même temps. C'était fort. Tu as cru voir un pétard à cause d'un éclair rapide? Oui, trop tard, mais j'avais du mal à dormir. Donc ce n'était pas pareil. Est-ce que c'était... D'accord. Et ensuite? As-tu déjà regardé l'heure sur ton téléphone? Peut-être que je l'ai appelé pour savoir ce qui se passait, car souvent, quand cela arrivait, je lui demandais, et c'était généralement Ethan. Bethany explique ensuite comment elle a contacté ses colocataires. Dylan l'a appelé à 4h19 ce matin-là. J'ai appelé Maddie, Ethan et Zana vers 4h même. Alors, il a appelé. J'ai essayé d'appeler. Maddie? À quelle heure? 4h30 et 4h22. Puis à 6h29. Puisqu'Ellie a eu 4h31. Je pensais qu'ils allaient dormir. 4h31. Oui. D'accord. Pas de réponse, puis tu es allé te coucher. Oui, je me suis juste rendormie. J'étais à moitié réveillé. D'accord. Et ensuite, comment s'est passée ta journée? Tu t'es levé à quelle heure aujourd'hui? Je me suis réveillé et mes tiroirs étaient en désordre. J'ai pris de l'Adderall vers 6 ou 7 heures, puis je suis juste retournée me coucher. Donc, je ne savais pas que je serais réveillée cette nuit. Je ne me suis pas réveillé avant qu'on vous appelle. D'accord. Moscou 7, 0 PUG au moment où cet appel a été généré. Reçu, merci. Vous vous rappelez avoir vu quelqu'un
Je n'ai rien entendu. Pendant que tout cela se passait, les frères et sœurs d'Ethan étaient arrivés et avaient appris que leur triplé était mort. Les agents intervenants discutent des prochaines étapes. Je peux le faire. D'accord. Merci, Darren. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce que tu savais déjà à propos de quelqu'un qui semblait entrer? 4. Elle a vu un homme masqué d'environ 1,80 m, mince comme un joueur de basket. C'est comme ça qu'elle l'a décrit. Elle a dit qu'il portait un masque entièrement noir. On pouvait voir comme... Environ 4. Immédiatement après, elle a crié et dit qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Cette fille a couru et s'est enfermée dans sa chambre. Elle entendait sa colocataire Kaylee à l'étage et pensait que c'était elle qui criait dans la chambre. Ensuite, elle a pu entendre cet homme masqué dire « Elle a pu l'entendre dire « Tu vas t'en sortir, je vais t'aider. » Y a-t-il autre chose que tu veux que je fasse pour l'instant? Je peux juste commencer à rentrer vers le... Oui, donc le mandat de perquisition. En ce qui concerne le mandat de perquisition. Bonne description de l'endroit. D'accord. Eh bien, dépêche-toi de venir en ville. On a un quadruple homicide. 11-22, au clean. Oui, ça marche. Et ensuite, je dois prendre mon téléphone. Vous cherchez des douilles, des couteaux, des armes. Des armes, des signes d'outils forcés pour briser dans le bâtiment, appareils électroniques, etc., etc. D'accord. L'essentiel, c'est... Il faut juste en saisir l'essentiel. Le procureur peut contacter le procureur de contrôle, lui dire ce qu'on a et l'informer que tu travailles sur un mandat de perquisition et... La nature de celui-ci? On verra ensuite. Leur liste sera longue. D'accord. Tu veux les noms des personnes? La perte de Maddie, Kaylee, Xana et Ethan a été indescriptible pour leurs parents et famille. La douleur de perdre un enfant, surtout par meurtre, ne disparaît jamais. La publication de photos floutées de la scène de crime il y a quelques semaines par la ville de Moscou a bouleversé les parents de Maddie et les Chapin. La mère de Maddie cherche à obtenir une ordonnance permanente interdisant à la ville de publier d'autres images de la chambre de Maddie. Les Chapin rejoignent la plainte. Une ordonnance restrictive temporaire interdit actuellement la publication de ces images. J'ai discuté avec l'avocat de la mère de Maddie, Karen Laramie, concernant leur procédure judiciaire. Voici Léandre James. Eh bien, je suis l'avocat pro bono de Karen et Scott, la mère et le beau-père de Maddie, depuis plus de 2 ans maintenant, et je les ai aidés à traverser l'affaire pénale ainsi que leur implication et notre collaboration avec le procureur. En parallèle, un processus de reconstruction et de rétablissement existe pour les victimes dans chaque cas. Et cela a un lien avec ce dont nous allons parler aujourd'hui. Parce que lorsque nous sommes arrivés à la phase de la condamnation, vous savez, à la fois pour le MN et pour le Chapin, la condamnation a apporté une forme de clôture. Monsieur Tiller a été condamné, la porte s'est refermée derrière lui, il a passé le reste de sa vie en prison. Et cela lui a donné la possibilité de souffler un peu et la capacité d'aller de l'avant. À ce moment-là, le juge a levé une ordonnance de bâillon qui empêchait toute information de sortir.
Nous avons donc ici la ville d'Idaho. Et je ne dirais pas que c'est la police qui publie ces photos, c'est la ville qui les publiait. Et ils ont commencé à publier des photos sans nous prévenir. Oh, avis du procureur. Le procureur n'était même pas au courant. Je l'ai appris quand le procureur m'a appelé pour m'avertir que la ville allait publier des photos. Et à ce moment-là, je ne représentais que Karen Scott. Karen m'a demandé, et j'étais plus que disposé à le faire, de déposer ce qu'on appelle une injonction ainsi qu'une ordonnance restrictive temporaire pour empêcher la diffusion de ces photos. Une injonction demande à un juge d'empêcher quelqu'un d'agir. La personne est donc empêchée de faire quelque chose. Si vous obtenez une injonction, la cour leur dit que vous ne pouvez pas faire cela. Dans ce cas, vous ne pouvez pas diffuser les images des scènes de décès. L'ordonnance restrictive temporaire est une procédure préliminaire où le juge empêche temporairement et immédiatement la personne de le faire, afin que nous puissions examiner la situation de plus près et décider quelle est la bonne décision juridique concernant l'injonction, qui, elle, est permanente. J'ai donc déposé à la fois la demande d'injonction et, dans le cadre de cette demande, j'ai demandé au juge une ordonnance restrictive temporaire, ce qui est rarement accordé. Ce sont des mesures très rares. Le juge doit exiger une caution pour couvrir les frais d'avocat de l'autre partie si vous perdez. J'ai demandé au juge d'accorder cela et aussi de fixer la caution à $0, ce qu'elle a fait. Elle a accordé l'ordonnance restrictive temporaire. La diffusion des photos, d'être publiée davantage par la ville, y compris les images et celles des caméras corporelles des premiers agents sur place. Vous pouvez imaginer à quel point ce serait sanglant, même expurgé ou flouté. Elle estimait qu'elle ne devait pas être diffusée selon l'exception prévue par la loi Freedom of Information Act dont nous pouvons discuter. Il existe une exception pour atteinte injustifiée à la vie privée. Donc, pour l'instant, en vertu de l'ordonnance restrictive temporaire, la juge estime qu'il s'agit d'une atteinte à la vie privée. Est-ce que cela concerne tout ou seulement certains éléments à l'intérieur des chambres des victimes, Maddie et Xana? Oui, son ordonnance spécifique, c'est que les images de la chambre de Maddie ne doivent pas être diffusées. Elle n'a pas appliqué cette mesure ni fait ce commentaire concernant l'autre chambre. Cependant, la ville a adopté, je pense, une approche prudente et a décidé de retenir les images des deux chambres pour qu'elles ne soient pas diffusées davantage. Ou, ce que je vais plaider devant le juge, c'est que l'obligation de la ville d'appliquer la loi, y compris l'exception, est une obligation positive qui s'applique à toutes les images. Personne n'a besoin de venir leur demander de le faire, ils sont censés le faire correctement. Et c'est là que j'ai eu un désaccord avec la ville. J'ai essayé de résoudre cela avec la ville, j'ai essayé de trouver une solution. Je ne voulais pas intenter un procès contre la ville, mais j'ai dû le faire parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi et pensaient que ces photos de chambre pouvaient être publiées. Ces photos de la scène de mort, la façon polie de le dire, c'est les photos de la chambre, mais ce sont des scènes de mort et nous n'étions pas d'accord là-dessus. C'est pourquoi j'ai dû déposer l'injonction. Je vais demander au juge de l'appliquer, bien sûr, maintenant que je représente les Chapin, et ils vont se joindre au procès. Ils ne l'ont pas encore fait, mais dans les prochains jours, ils deviendront plaignants dans cette affaire. Je vais demander que cela s'applique aux deux chambres et je pense que cela devrait déjà être le cas, car la ville a l'obligation de respecter la loi. Donc, l'argument de la ville, c'est qu'avec la rédaction, cela devrait être publié et votre position est non. Même avec la rédaction, cela ne devrait pas l'être. C'est exact, oui. Ils m'ont donné ce qu'ils appellent un échantillon représentatif des photos qu'ils publient. Et il y a vraiment 3 types. Il y a les images de l'extérieur de la maison, des images à l'intérieur de la maison dans des espaces personnels, y compris le salon, la salle de bain, la salle à se manger, ce genre de choses, la cuisine. Et puis, il y a les images des scènes de décès dans la chambre. Maintenant, mon objection principale concerne les images de la scène de décès dans la chambre maintenant. Pour mes clients, les parents et la famille, il est difficile de voir ces images diffusées, n'est-ce pas? Tout cela, le fait que toute cette affaire continue d'être perpétuée dans la presse est pénible.
Et vous savez, je vais parler pour moi-même, la seule raison pour laquelle je parle à la presse et que je vous parle, c'est parce que je pense que c'est bénéfique pour eux de faire passer ce message à propos de ces photos, que nous ne devrions pas les regarder et ils veulent que ce message soit diffusé. Mais pour la plupart, ils aimeraient passer à autre chose dans leur vie. Et donc, mais pour revenir aux images, vous avez les images extérieures qui... Vraiment, vous savez, celles-là vont être publiées. On ne peut pas vraiment empêcher ça. Elles ne sont pas, vraiment répréhensibles. Il y a les photos de l'intérieur de la maison que je trouve assez dérangeantes et que je préférerais ne pas voir publiées. Mais je reconnais qu'en vertu de la loi sur la liberté d'information et de la politique générale qui permet au public d'accéder aux dossiers d'enquête, cela peut arriver. Vous savez, il existe une vaste jurisprudence à ce sujet. Généralement, dans cette société libre que nous avons, nous voulons que le public puisse examiner les enquêtes et avoir accès à ces informations. Mais il existe des exceptions étroites, et ici, il s'agit de l'intrusion injustifiée dans la vie privée. Il y a un très bon arrêt qui a été rédigé par le juge Medima à Boise. Un juge du tribunal de district a donné une analyse très pertinente de cette exception, entre autres choses. Ce qu'il faut retenir de cette affaire, c'est que la publication de photos de scènes de crime constitue une intrusion injustifiée dans la vie privée des membres de la famille. C'est l'essentiel, et c'est ce que j'ai plaidé devant le tribunal. Et donc, la juge était d'accord avec moi, au moins pour l'ordonnance de restriction temporaire. Donc, vous pensez que cette affaire soutiendra votre position pour l'injonction qui empêcherait définitivement la ville de publier les images des chambres? C'est exact. Non seulement je l'aurais, mais au moment du jugement, j'avais le témoignage de Karen, et à quel point cela a été pénible pour elle à l'idée que tout cela puisse être rendu public, vous savez, en particulier les scènes de décès. Et je crois que dans l'une de vos questions à ce sujet, je veux souligner que même si elles sont floutées et expurgées par endroits, il y a des choses horribles là-dedans. Je les ai vues, on m'a donné un échantillon représentatif, et dans l'échantillon que j'avais, il y avait ces photos de scènes de décès qui étaient vraiment atroces, même si c'est un peu flouté. C'est presque encore pire quand c'est flouté, parce que dans votre esprit, vous pouvez deviner ce qu'il y a dedans. Dans la partie floutée, comme dans la partie non floutée, il y a des choses atroces. Donc, au final, le juge a regardé les mêmes photos et a finalement statué en notre faveur. Et pour l'injonction préliminaire, nous verrons ce qui s'est passé, ou pour l'ordonnance de restriction temporaire, nous verrons ce qu'il adviendra de l'injonction. Mais j'ai commencé à dire, lorsque j'ai déposé la plainte, que j'avais le témoignage de Karen. Maintenant, j'ai celui des Chapin que je représente, j'ai leur témoignage, y compris celui de leur fille, Maisie, qui voulait être partie à l'affaire. Donc, nous allons fournir ce témoignage et j'ai aussi d'autres témoignages que je vais présenter qui seront, je pense, des preuves solides en faveur de la protection de ces photos. Êtes-vous en mesure de partager ce que c'est pour l'instant, ou? Eh bien, je vais simplement dire ceci. Je m'attends à avoir une déclaration de quelqu'un de votre secteur dans les médias qui va s'exprimer à ce sujet et j'ai aussi ma propre déclaration parce qu'on m'a dit depuis par certains médias et je vais rester très discret à ce sujet mais je dirais que certains médias m'ont dit que selon eux, il était inapproprié de montrer ces photos même s'ils y avaient accès, ils ne les publieraient pas. Et je pense que c'est une bonne preuve que dans le secteur, même au sein de l'industrie elle-même, il y a au moins certains qui estiment qu'il s'agit d'une intrusion injustifiée. Les photos de la scène de crime diffusées étaient floutées, mais certains médias les ont publiées, y compris celles montrant les corps floutés d'au moins une victime. Cela a été très difficile pour la mère de Maddie et la famille d'Ethan. Il y a un grand média qui a publié une ou plusieurs photos de la chambre et je pense qu'ils les ont peut-être retirées ou caviardées depuis, mais vous savez, les normes deviennent qu'est-ce qui devrait être publié en vertu de la loi sur la liberté d'information maintenant. Tout ça pour dire qu'ils doivent régler ça et qu'ils doivent de bien le faire et j'ai essayé de les aider à bien le faire mais ils ont rejeté mes suggestions et c'est pour ça que j'ai intenté le procès. Maintenant, ce sont les juges qui vont nous dire quelle est cette norme. Deuxièmement, ce dont tu parles, c'est qu'il y a une norme dans l'industrie. Tu sais, dans l'industrie des médias, on pourrait dire grand public,
contre, tu sais, tabloïd ou autre. Mais il y a une sorte de norme grand public sur ce qu'on produirait ou ce qu'on publierait ou non. C'est du cas par cas, mais il existe une sorte de norme générale. Et puis, dans chaque organisation de presse, tu as les rédacteurs qui se réunissent et qui ont ces discussions sur ce qu'on devrait produire, ce qu'on devrait republier, et j'ai littéralement eu une organisation de presse, même plusieurs maintenant, qui se sont excusées et ont reconnu qu'elles s'étaient trompées parce qu'elles avaient publié certaines de ces photos. Et c'est non. Et tu sais, encore une fois, en partie pour ça que je te parle, j'essaye de faire passer le message et je supplie les gens de ne pas regarder ces photos si elles circulent. Et de, s'il vous plaît, ne pas les publier si elles circulent. Leander James estime qu'une affaire à Boise sur la fusillade d'un policier appuie sa position sur l'expurgation des images. L'audience sur l'injonction aura lieu la semaine prochaine. C'était Crime Fix, présenté par Anjanette Levy. Merci de votre écoute, à la prochaine.